De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daouda Tal, Alfred Changou et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Rwanda est actuellement très dépendant sur le plan énergétique. Il compte offrir d'ici à 2007 à 70% de la population l'accès à l'électricité contre 22% actuellement. La diversification des sources d'énergie, surtout la production de l'énergie solaire, est désormais l'alternative qui a été choisie pour atteindre cette ambition au plus vite. Le pays dispose dans ce sens depuis plus d'un an d'une centrale solaire générant environ 10% de la capacité énergétique nationale. On fait le point sur les capacités énergétiques du Rwanda avec ce reportage de notre correspondant à Kigali, Oliva Jacotan. L'autonomie du pays des 1000 collines dans le domaine énergétique n'est pas encore une réalité. Ce secteur est toujours tributaire des importations venant des pays voisins de l'Afrique de l'Est. L'ambition du Rwanda est de satisfaire la demande en énergie de 70% des habitants du pays d'ici 2 ans. Aujourd'hui, seulement 22% de la population a accès à l'électricité. La première centrale solaire du pays et même d'Afrique de l'Est fonctionne depuis août 2014 à l'est du Rwanda pour pallier ce déficit. Mais le solaire est-il une alternative crédible pour l'autosuffisance en énergie du Rwanda? La diversification des sources favorisera-t-elle la souveraineté énergétique du Rwanda? Le pays a privilégié le partenariat public-privé pour insuffler un dynamisme nouveau au secteur énergétique. Une politique qui a favorisé l'implantation de plusieurs sociétés étrangères. C'est le cas de Gigawatt Global, la seule usine de production de l'énergie solaire dans le pays. Ce projet d'environ 23 millions de dollars fournira près de 10 mégawatts grâce à 28 400 panneaux solaires. Cette usine est fonctionnelle depuis près d'1 an. Elle est une révolution sur le continent en termes de financement et même en termes de production d'énergie solaire. Elle fournira 8,5 MW au secteur énergétique du pays. Cela est vraiment une bonne opportunité pour le Rwanda. La production du solaire est non seulement soucieuse du respect des normes environnementales, mais aussi pourvoyeuse d'emplois. Elle permet l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes. La centrale photovoltaïque, située dans le district de Rwamagana, à l'est du Rwanda, emploie à ce jour plus de 300 spécialistes du domaine de l'énergie. Je suis content de me trouver maintenant dans le carrière d'électricité parce que beaucoup de gens maintenant n'ont pas eu de chance de le travail dans ce carrière. Ils ont fait les études, mais moi j'ai eu la chance. Le Rwanda compte aujourd'hui 513 000 abonnés au réseau électrique. Un chiffre qui connaîtra une nette augmentation d'ici 2020 selon les autorités. Et pour satisfaire cette forte demande, le pays encourage les initiatives privées de production d'énergie solaire grâce à l'usage des panneaux solaires, surtout dans les zones rurales. Tout notre village s'alimente en électricité à l'aide du biogaz. Mais on a commencé à s'intéresser également aux panneaux solaires, car dans notre région, on a le soleil en abondance. Donc si on combine biogaz et panneaux solaires, on ne va plus trop souffrir des déficits énergétiques ici. La production du solaire a accru de 6% la capacité annuelle en énergie du Rwanda. Un projet de distribution de 50 000 systèmes solaires en 4 ans est même en cours dans le pays. Il consiste à connecter 49 000 ménages au circuit électrique officiel. Cette source d'énergie est donc en pleine expansion au Rwanda, mais certains observateurs restent prudents. Mais il faut l'avouer qu'avec le changement climatique, malgré que l'énergie solaire semble plus simple à extraire, mais j'imagine qu'avec le changement climatique, à la longue, on peut avoir un danger. Parce que le climat africain n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans. Et je dirais que ça peut ne pas être la même chose dans les 50 ans à venir. Le pays importe chaque année des centaines de mégawatts chez ses voisins d'Afrique de l'Est. Il compte également acheter 23 mégawatts à l'Éthiopie en septembre 2015. La problématique du déficit énergétique est présente dans tous les pays de la communauté est-africaine. Et selon certains spécialistes, une seule voie pourrait être bénéfique pour tous, celle de projets énergétiques intégrés.
Il y a certains pays où la production de l'énergie peut être relativement moins chère qu'au Rwanda. Alors si on est un bloc, une région, on peut produire là où la production est comparativement supérieure et on peut distribuer la production au niveau de la région. Je crois que c'est une initiative à ne pas minimiser. Près de 35% de la population avait accès à l'électricité en Afrique en 2000. Plus d'une décennie après, 30 pays du continent dont le Rwanda ont misé sur la participation active du secteur privé pour satisfaire les besoins des populations. Un partenariat qui a permis le développement de l'énergie solaire dans le pays. Et en Afrique australe, une approche transfrontalière des projets d'électricité est fonctionnelle. Mais dans la communauté est-africaine, ce type de projet est encore à l'état embryonnaire. Jean-Marie, on a salué les avancées significatives du Rwanda toute la semaine. Pourtant, aujourd'hui, on en voit clairement les limites. On voit les limites, je ne dirais pas les limites, Amira. Là, on est dans un mix énergétique. Ici, là, si on parle du domaine solaire, le solaire, bon, aujourd'hui, on va nous dire qu'il est insuffisant pour pouvoir assurer la croissance de l'économie. Mais pour pouvoir, comment dirais-je, assurer, c'est-à-dire le mieux vivre aux populations rwandaises, c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que c'est par là toujours qu'il faut commencer. Parce que chez nous, en Afrique, on parle toujours de l'industrialisation, de la croissance et tout ce qui s'ensuit. Si vous n'avez pas la population qui se trouve dans des bonnes conditions, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous obérez vos performances prochaines économiques, tout simplement. Pourquoi? Parce que la population ne se retrouve pas dans des conditions qui sont idéales pour pouvoir travailler. Donc, il ne faut pas que nous regardons seulement ça sur le plan de l'industrialisation. Regardons au plan de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça apporte de plus aux populations? On se plaint toujours sur ce plateau de savoir qu'est-ce que la croissance apporte aux populations. Donc, ici, là, de mon point de vue, c'est vrai que la croissance pointe au bout. Bon, il faut des productions beaucoup plus importantes et tout pour pouvoir satisfaire les besoins des entreprises. Mais déjà, au niveau, comment dirais, du particulier, de la population rwandaise, pour moi, c'est une très très bonne initiative. Quelle que soit l'âme là-dessus, on a un avantage comparatif dont j'ai toujours parlé sur ce plateau, à savoir que l'énergie solaire, c'est quelque chose qui coûte le moins cher à l'Afrique sur le long terme. J'insiste bien sur le long terme, parce qu'à court terme, quand vous discutez avec des spécialistes en Afrique, on vous dit oui, ça coûte hyper cher, bon, on n'a pas les capacités de stockage nécessaires, ainsi de suite. Non, c'est quelque chose qui est faux. Si vous regardez sur le court terme, il y a la recherche qui vient derrière. On cherchera, comment dirais-je, les moyens de stockage beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus performants. Donc, à partir de là, l'initiative qui est prise concernant l'économie rwandaise, de mon point de vue, ça va dans le bon sens, dans la mesure où ça pourrait permettre mais c'est une bonne initiative, mais n'arrive-t-elle pas un peu tard? Elle arrive tard. Bon, vous savez, le Rwanda, je ne dirais pas que ça arrive tard. Amira, souvenez-vous, le Rwanda vient d'où? Parce que, bon, il faut voir déjà là où le pays vient. Mais justement, comment dans cette course à l'émergence, le Rwanda a oublié justement de favoriser l'indépendance énergétique? Je dirais qu'ils sont déjà les premiers, donc ils n'ont pas oublié. Oui, premiers d'Afrique de l'Est, secteur central, c'est vrai. Je dirais même au niveau de l'Afrique, parce que là, il y a le Ghana qui est en train de lancer un programme là-dessus, si vous voulez, qui est un programme conséquent concernant l'énergie solaire. Donc à partir de là, je ne dirais pas que le Rwanda, pour moi, ils sont même pratiquement les premiers en Afrique, parce que c'est le pays dans lequel vous trouvez la plus large utilisation là-dessus. Et le pourcentage de production le plus élevé en Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Daouda, vous serez aussi optimiste que Jean-Marie? Moi, je suis quand même partagé sur l'énergie solaire, sur les initiatives. Je pense que c'est une chose à encourager, effectivement. Et le Rwanda fait bien de développer le mix énergétique. Maintenant, d'un point de vue global, je dirais même que c'est des limites, effectivement. Bon, je pense que globalement parlant, quand on a un taux de couverture de 22% en électricité de sa population, ça reste quand même un souci. Et puis au niveau de l'économie également. Mais au-delà du Rwanda, c'est globalement, c'est l'ensemble des pays africains. Le point noir, entre guillemets des économies africaines, c'est l'énergie. Or, l'énergie, on ne peut pas se passer de l'énergie si on veut se développer, étant donné que de toute façon, en termes le manque d'énergie affaiblit la productivité. Qui dit affaiblissement de la productivité dit baisse de la compétitivité, et on sait que en termes de maîtrise des coûts, la production est importante quand même, le fait de produire en quantité. Donc ça, voilà l'équation principale sur cette question-là des pays africains, au-delà du Rwanda.
Maintenant, pour des efforts sont faits, effectivement, et là, ça va dans ce sens. Et là, je rejoins Jean-Marie là-dessus. L'énergie thermique, on sait très bien que ça coûte cher parce qu'il faut du gazole, par exemple, pour faire fonctionner. L'énergie nucléaire en Afrique, moi, j'y crois pas, étant donné que c'est déjà un petit peu plus long à mettre en place. Il y a des risques quand même sécuritaires, etc., que l'on ne maîtrise pas. Quand on ne maîtrise environnementaux également. Et puis donc, qu'est-ce qui reste? Le solaire, c'est en abondance, la matière première, elle est gratuite. Les installations peuvent tout à fait être rentabilisées au bout de 25-30 ans. Donc, en faisant venir une société comme le Rwanda l'a fait, qui produit en lui garantissant à ce qu'il met les installations en place, l'État lui garantit de lui acheter l'énergie produite pendant 25 ans. Maintenant, reste à l'État de s'organiser pour distribuer cette énergie à sa population à des coûts les moins importants possibles. Là, c'est un modèle que le Rwanda nous montre ici et je pense que d'autres pays devraient s'en inspirer à ce niveau-là. Alfred, c'est l'énergie solaire qui garantira l'indépendance énergétique du Rwanda? Amira, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir rapidement sur le plan de l'Union africaine, du NEPAD, de l'électrification de l'Afrique. Dans les priorités justement du NEPAD, il y a cet aspect de l'énergie en Afrique et où l'Union africaine a décidé effectivement par région de répertorier toutes les sources possibles d'énergie. Et la conclusion avait été et est toujours que, au regard de l'hydrologie d'un certain nombre de pays, l'énergie qui serait vraiment la meilleure et à moindre coût, c'est l'énergie hydroélectrique. Et donc, du coup, en Afrique centrale en particulier, il faut créer justement ce couloir électrique qui permettrait de partir du Tchad, Cameroun, jusqu'à RD Congo, de la RD Congo, avec tous les cours d'eau qu'il y a et les centrales à mettre en place pour pouvoir assurer d'abord l'autonomie énergétique de chaque État et ensuite le surplus le distribuer dans toute la région. Donc il y a cela. L'énergie solaire, effectivement, est problématique. On a évoqué les limites ici. Mais des pays comme le Maroc ont investi beaucoup là-dessus aussi, ce qui leur permettrait effectivement, à terme, de résorber le déficit énergétique, en tout cas électrique, qui aurait des conséquences sur la production, sur l'industrialisation du pays, etc. Pour en revenir spécifiquement au cas du Rwanda, effectivement, c'est un pays enclavé. Et là, la problématique du pays enclavé qu'est le Rwanda, et qui effectivement n'a pas beaucoup de cours d'eau où on peut construire justement des barrages hydroélectriques. Du coup, on en revient à l'idée qui a été évoquée dans le reportage, de dire créer un couloir transfrontalier. Des projets énergétiques communs. C'est ça exactement, qui permettrait à la fois aux États d'Afrique de l'Est, mais aussi plus globalement du COMESA, dont l'Éthiopie est l'un des moteurs le plus important, qui est en train de construire un barrage immense, de dire effectivement, on mutualise ces sources d'énergie pour pouvoir effectivement distribuer, revendre à d'autres membres justement de ces organisations-là. Alors l'intégration électrique, c'est ça aussi qui favorise l'intégration économique. Jean-Marie. Je voulais compléter ce qu'Alfred vient de dire, c'est-à-dire l'hydroélectrique, effectivement, si vous voulez, c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui. Donc moi, je prône pour deux solutions pour l'Afrique. Soit on va sur l'hydraulique, effectivement, soit on va sur le solaire. Le reste des solutions, c'est-à-dire de mon point de vue, sont des solutions qui peuvent fonctionner, mais qui sont imparfaites et qui sont coûteuses pour l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Il vient de parler, comment dire, de l'Éthiopie. Je l'ai dit déjà une fois sur ce plateau, nous avons deux barrages potentiels en Afrique qui sont capables de pouvoir, comment dirais-je, fournir l'électricité à toute l'Afrique. Il y a celui de la RDC, il y a celui de l'Éthiopie. Donc, l'Afrique doit faire des choix au niveau de l'Union africaine. C'est bien que Alfred ait rappelé, comment dirais-je, la dynamique et la stratégie qui avait été mise en place par l'Union africaine. Donc, à partir de là, soit on se met vraiment
à fond, on met les moyens nécessaires pour pouvoir construire ces 2 barrages-là. Et on est sûr que l'industrialisation de l'Afrique est assurée. Tout simplement pourquoi avec le barrage de l'Éthiopie et celui de la RDC, on donne l'électricité à toute l'Afrique aujourd'hui. Donc à partir de là, ce sont des choix stratégiques dont on parle souvent ici. Là. Ces choix stratégiques-là, il est temps que l'Union africaine, soit elle accentue son choix initial qui est l'énergie hydraulique, soit là, on laisse aussi, comment dirais-je, des pays pouvoir se lancer dans le solaire, parce que quand on fait de l'hydraulique, il y a autre chose qu'il y a derrière. C'est la construction du réseau et le transport de ce réseau-là. Et c'est la chose la plus importante. Je parle toujours d'une chose, si vous voulez, en termes de grands projets, c'est ce qu'on appelle le coût global de possession. Le coût global de possession, ça veut dire quoi? En économie, ça voudrait dire qu'on ne regardez pas uniquement les investissements que vous opérez aujourd'hui pour pouvoir réaliser ces projets-là. Demandez-vous, c'est-à-dire ce sont des projets qui sont censés fonctionner à long terme. Donc, quel est le coût de la maintenance de ces installations-là sur le long terme? Donc pour moi, c'est pour ça que moi, je suis résolument bercé vers le solaire, parce que le coût sur le long terme, c'est le coût le plus minime possible qu'on puisse acquérir en Afrique. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.